Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Ce sera une V2, donc pour ceux qui ont vu la V1, évidemment j'avais promis de refaire s'il y avait pas mal d'inexactitudes. Et très sincèrement, comme je l'avais explicité déjà dans la V1, j'avais été un petit peu dans le rush de devoir publier ça vite, dû à la courte durée de vote des 5 jours inhérents à ces proposals. On va reprendre l'essentiel de ce qui avait été dit quand même dans la V1. La V2 donc remplace évidemment tout ça parce qu'il y avait effectivement beaucoup d'inexactitudes. Merci au retour de ceux qui se sont donné le mal de faire ce retour constructif. J'avais dit, si c'est quelques petites bribes, je ferai des commentaires. Là, pour le coup, c'était vraiment pas mal de choses, ou en tout cas, on va dire que l'angle qui était explicitement mis là-dedans n'était pas forcément bon et il manquait d'informations connexes, qu'on va donc ajouter dans cette V2. Donc je reprends ce qui était dans la V1. Ceux qui l'ont déjà vu auront une redite. Ceux qui n'ont rien vu de tout ça auront donc des informations beaucoup plus complètes que la dite V1 que je me suis donc empressé de supprimer pour ne pas laisser d'informations partiellement disponibles. Donc V2 qui remplace la V1, vous le savez, je ne le fais pas souvent de supprimer une vidéo, mais simplement je pense qu'ici, laisser la V1 avec les inexactitudes qui sont dedans, c'est pas très malin. Donc reprenons tout ça de base. Donc il s'agit, pour ceux qui n'ont rien suivi, de ces 3 proposals qui sont en train d'arriver et entrent en période de vote. Raison pour laquelle j'ai un peu rushé sur la V1, parce que donc ces votes ont d'une période de 5 jours, c'est relativement rapide, on est très loin des 14 jours qu'on peut avoir sur le Cosmos Hub quand il s'agit de choix de gouvernance. Mais on l'avait noté dans la V1, on a déjà ici quand même pas mal de bonnes choses par rapport aux leçons qui avaient été prises par rapport à la vraie grosse proposition Atom 2.0 à l'époque, qui avait été fortement critiquée du fait qu'elle avait été décidée dans une forme d'entre-soi et surtout donc proposée en tout en un, c'est-à-dire on accepte tout ou on refuse tout, mais il n'y avait pas eu cette possibilité de voter pour différents, entre on va dire, sous-choix. Cette notion-là ici a donc été bien comprise et appliquée puisqu'on a donc 3 proposals qui font partie d'un ensemble, et on va le voir, il y a même en fait 4 sous-ensembles, et on a donc l'avantage, et c'est ce qui manquait surtout dans la V1, d'avoir le modèle économique calculé. En fait, je voulais me taper ce modèle économique, je suis passé tellement vite sur les proposals, j'ai même pas vu qu'il l'avait fait. Donc c'est complètement débile, et clairement là, le vide est juridique. Raison pour laquelle je recommence. Donc ces 3 proposals proposent un changement du modèle économique d'Osmosis, et c'est assez profond donc, comme changement, et on va le voir. Donc moi, il y a des choses qui me gênent toujours. Hein. Il ne s'agit pas de dire que j'ai changé d'avis non plus. Mais attention, donc, il y a plus d'informations à apporter, raison pour laquelle V2. Allez, on rentre donc en plein dedans. Donc on revoit à quoi servent ces 3 trucs-là, on reverra les principes de base, et je vais essayer d'expliquer les interactions. Donc les 3 principaux votes qu'on a ici, donc on l'a dit, c'est en fait 4 paramètres qui sont proposés à la modification. Le premier est donc de changer la courbe d'inflation. On avait vu ces courbes, donc de façon très simple ici, ce qui est proposé, alors bon, merci, mais donc de façon très simple, on a donc la courbe actuelle que vous avez en violet, c'est le choix économique qui avait été fait par le déploiement de la blockchain Osmosis, donc une énorme inflation sur les 2 premières années, et évidemment donc ces thirdening, un peu assimilables au halving du Bitcoin, qui réduisent derrière l'émission à travers le temps, avec cette courbe asymptotique vers donc tendre vers 1 milliard de tokens, tout comme Bitcoin tend vers 21 millions. Vous avez compris, c'est un peu la même formule. C'est juste ici, au lieu d'un halving, on a un thirdening. Au lieu de couper de moitié tous les 4 ans, ici, tous les ans, on coupe d'un tiers. Bon voilà, donc on voit que cette asymptote, elle est atteinte à peu près sur une durée, donc 5, 10. Voilà, concrètement, à 10 ans, on tend déjà pratiquement, en tout cas l'inflation ici redevient extrêmement marginale. On avait donc, entre guillemets, une durée de vie relative à une inflation maximale atteinte sur une durée relativement longue, mais 10 ans. Hein. Au bout de 10 ans, après, il n'y a plus du tout d'inflation. Ils font concrètement que le modèle économique tourne tout seul sur des fees ou des revenus subsidiaires, il n'y aura plus donc d'inflation pour incentivize la sécurité du réseau. Donc toujours pareil, attention, il faut mettre en place un modèle de sécurité avant la fin de la phase inflationniste. On avait ce qu'on appelle une half-life, c'est-à-dire à quelle durée de vie on a implanté la moitié des tokens, qui était de 2 ans. Donc c'est vraiment donc, une half-life très très courte ici, c'est-à-dire la moitié des tokens est déjà imprimée en moins de 2 ans. Hein. C'est quand même donc très significatif. On est déjà aujourd'hui dans cette phase-là, c'est-à-dire qu'une très large partie de l'inflation Osmosis a déjà été émise. La question donc ici de ce changement de politique monétaire relatif à l'inflation, donc on l'a dit, il y a 2 paramètres. Le premier donc qui est de proposer
si ce paramètre est adopté, de réaliser immédiatement, ou en tout cas donc à la prochaine mise à jour software de Osmosis, de réaliser un halving, c'est-à-dire de couper de moitié l'inflation tout en maintenant le prochain thirdening. Mais la deuxième partie du proposal, c'est de doubler la durée des thirdenings. C'est-à-dire qu'après le prochain thirdening, qui doit se produire à l'époque 730, donc 2 ans après le premier bloc, devrait normalement, donc derrière, au lieu d'être réalisé tous les ans comme avant, devrait être réalisé tous les 2 ans. On reste sur un thirdening, mais tous les 2 ans au lieu d'1 an. Et on fait un halving, c'est-à-dire qu'on coupe d'abord de moitié et après on élonge la durée. Ce que ça nous donne, donc, c'est cette courbe jaune, qui est assez intéressante puisqu'on voit que son asymptote tend vers à peu près la même chose que ce qu'on avait avant, c'est-à-dire légèrement moins de 100 millions de tokens. On a évidemment ici la table des valeurs qu'on va aller regarder juste après pour la transparence. Et évidemment, donc, le modèle selon lequel on ne changerait pas derrière la durée des thirdenings, donc on continue des thirdenings tous les ans. Dans ce cas-là, évidemment, le halving aura pour effet de significativement réduire la proportion maximale de tokens imprimés. On verra, on a là aussi la courbe qui permet de voir un petit peu tout ça. Voilà, c'est ça que j'aurais dû vous montrer tout simplement dans la première vidéo. Toujours, moi je préfère les tableaux. Donc ici, effectivement, si on a juste le halving, ce qu'on voit, c'est que donc on top dans ce cas-là avec un maximum supply à 780 000 tokens. Autrement dit, ici, il y a 22% du supply estimé initialement qui ne sera jamais créé. Là, ça, c'est concrètement 22% de hausse immédiate sur le token, sans prendre en compte les modèles de discounted cash flow. Mais comme je l'avais dit dans la première vidéo, grosso merdo, ça va à peu près s'équilibrer là aussi. Donc comprenez que ça, c'est tout de suite un pump immédiat sur le prix du token, une forme de boost inhérent à un changement fondamental du token supply. Bon, pour ma part, pas très bon choix. Celui-ci me semble être le meilleur compromis, puisque c'est celui qui tend le plus vers le modèle initial. Et il y a un autre qui était prévu, c'était donc on speed up les thirdening et évidemment derrière on les ralentit. C'est un autre modèle mais qui nécessite 2 modifications alors que celui-ci c'est un halving et une modification derrière sur le rythme de thirdening. Bref, pour moi ces 2 modèles sont relativement compatibles. Ce qu'on voit effectivement ici, c'est que pour moi celui-ci c'est celui qui a la courbe d'adoption la plus longue qui permet donc d'avoir de l'inflation sur une durée plus longue. À quoi ça sert? Comme on l'a toujours dit, l'inflation c'est pas nécessairement mauvais et tout ça, c'est juste l'inflation, tout dépend ce qu'on en fait et tout dépend où est redirigé le capital. Donc il s'agit simplement ici d'une politique économique qui permet d'ouvrir une porte plus longue, comme on l'avait vu, c'est-à-dire dans ce cas-là, la durée de vie d'inflation s'étendra au-delà des 10 ans qu'on avait vu, puisque ici, on a quand même une part relativement marginale de l'inflation qui se poursuit au-delà des 10 ans, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on a donc ici une porte ouverte sur des mécanismes de redistribution économique qui permettraient pour ma part d'assurer une longévité du protocole sans nécessairement avoir à maximiser l'extraction de valeur pour justifier la sécurité. Ça me paraît donc tout à fait intelligent de laisser ces portes ouvertes. Donc pour ma part, est-ce que c'est un bon compromis sur l'inflation? Je dirais que oui, c'est une bonne solution technique. Maintenant, c'est un choix économique à faire sur la chaîne. C'est-à-dire concrètement, ça c'est ce qui avait été prévu. Est-ce qu'on veut concrètement changer sur ça et quelles sont les résultantes? Si tel est le cas, si on change, pour moi je prends toujours ce qu'on appelle le rate of change. C'est-à-dire l'intérêt c'est de comprendre qu'on va créer une distorsion par rapport au modèle économique initial. La question étant donc de voir sur quelle amplitude ça se produit. On va étudier effectivement la différence ici, c'est-à-dire moi je vais prendre la distance qu'il y a entre ces 2 courbes. Ce qu'on voit ici en forme d'analyse rapidement, c'est qu'au cours, donc si on réalise ce halving, c'est sous 3 à 4 ans qu'on obtiendra la différence maximale entre les 2 modèles économiques, puis après cette distance se resserre, d'accord? On a ici un rate of change qui va se réduire. Donc concrètement, ça veut dire pendant 3 ans, on devrait avoir, comme on a une réduction significative de l'inflation, un soutien au token un petit peu plus important puisqu'on dilue moins la valeur en circulation. Donc normalement, ça devrait soutenir le prix de l'osmo pendant effectivement les premiers mois. Puis après, cet effet bénéfique va évidemment être résorbé puisque je vous rappelle, le marché trade les dérivés premières. C'est-à-dire que normalement, on devrait avoir un soutien supplémentaire au token, ce qui n'est pas le cas dans le modèle actuel. Si on reste sur le modèle actuel, entre guillemets, il ne se passe rien. Si on transitionne sur ce modèle-là, pendant 3 ans, on devrait avoir un soutien inhérent à ce changement de politique monétaire sur le token. Évidemment, rappelez-vous, dès que la dérivée première va s'inverser, cet effet qui se coule devrait normalement s'estomper et le marché qui l'aura anticipé va probablement récupérer les gains. Donc attention encore une fois, il y a un net positif évidemment, puisque à la fin de toute façon on ne retend pas vers le même niveau. Mais donc on a une forme d'effet boost pendant 3 ans, qui supplantera évidemment le soutien du token par une moindre émission de son supply.
C'est juste ici le B à bas. Donc pour ma part, est-ce que c'est un bon compromis? Oui, puisque de toute façon on finit au même endroit à moyen terme, ça ne change pas le modèle économique final, mais par contre ça change la méthode avec laquelle on arrive, avec un petit effet boost principalement visible, à mon avis, pendant les 3 premières années, ce qui est tout à fait intéressant en termes de modèle économique, puisqu'en plus de ça, ça ouvre une porte sur une redistribution de cette inflation derrière, sur des durées plus longues, ce qui maintient pour ma part des portes ouvertes qui sont assez intéressantes pour ma part. Voilà, donc parmi la partie inflation, normalement vous avez donc compris le truc, pour moi c'est un bon proposal ici, il n'y a pas trop de soucis. Donc ça c'est le premier des 3, le deuxième ajustement ici qui est proposé se fait, alors il se vote donc sur un proposal différent qui est d'ajuster le ratio des émissions. Alors c'est là où je suis un peu moins d'accord avec le choix qui a été fait, et certaines des pirouettes qui sont faites dans la méthodologie de calcul, mais on va revenir derrière après. Il s'agit juste ici donc de comprendre la base, c'est de dire cette inflation, comme on l'a dit, le principal facteur qu'il faut prendre en compte, c'est pas nécessairement comment on émet ces tokens. Ici, on a une variable de durée. Et effectivement, plus l'inflation est forte, plus une mauvaise allocation de cette inflation créera des distorsions de distribution du token supply. La question qu'on se pose toujours avec l'inflation, c'est où est-ce qu'elle va et de quelle façon on redistribue. Puisqu'on a dit c'est un mécanisme de redistribution de l'argent à l'intérieur d'un système économique. Donc, c'est surtout ça qui est important, plus que la simple question de la première proposal dont on a parlé. Donc ça, c'est de comprendre le modèle économique dans lequel Osmosis tourne actuellement. Donc on va aller regarder on-chain évidemment, c'est hyper important de vérifier ça. Hop, pardon. Et pour ce faire, on va donc ici, sur toutes les chaînes sur Minscan, vous pouvez la voir, vous avez donc les paramètres de la blockchain. Ici, on le voit bien, donc les distributions de la proportion sont bien à 25% pour le staking, 5% de community pool, 45% de pool incentive et 25% de developer rewards. Par contre, ce que le proposal nous spécifie, et ça il faut faire attention, c'est donc qu'à la suite de ces choix, les pool incentives ont été redirigés à la community pool depuis les 10 derniers mois dans le but de réduire l'inflation on-chain durant le bear market et afin de re-remplir évidemment donc la community pool. Ce qui veut donc dire que les taux effectifs actuels sont ceux-ci, c'est-à-dire qu'on a choisi, d'un point de vue politique économique, de rediriger très largement une partie des pool incentives vers la community pool, rendant donc les effective rates aujourd'hui ici. Ça, évidemment, c'était une truc dont je n'avais pas précisé dans la V1 et je pense que la précision est quand même importante. C'est-à-dire que l'émission on-chain, elle est bien telle qu'elle est, mais l'émission réelle, qui a été donc altérée par une redistribution économique de la pool incentive vers les community pools, se voit donc clairement. Et comme on l'avait dit dans la V1 déjà, laissez-moi aller récupérer le truc. Hop, voilà, ça s'était traduit par effectivement l'effondrement de la liquidité à l'intérieur de l'exchange, en plus évidemment de l'effet Terra Luna qui avait été désastreux. Je vous rappelle que Terra Luna s'était servi de principalement tous les canaux IBC ouverts et notamment de toute la liquidité disponible, qui était principalement là évidemment chez Osmosis, pour se barrer comme il le pouvait. À ce moment-là, je vous rappelle, les holders de Terra Luna et du ST, c'était give me anything, même si c'est 20 centimes pour $1, je m'en bats les couilles, trouvez-moi n'importe quel pool qui me permet de sortir de l'argent. Et concrètement, ça a été désastreux, puisqu'ils ont vidé la plus grande partie de la liquidité disponible chez Osmosis. Le temps qu'Osmosis réagisse, la plupart de cette liquidité s'était déjà envolée en fumée. Évidemment, donc derrière, comme la politique restrictive est mise en place donc depuis les 10 mois, on voit l'effet derrière, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une forme de recovery, comme on redirige les pool incentives vers la community pool, pour des programmes de protection des investisseurs, etc., ce qui était tout à fait justifiable, évidemment, donc les incentives de pool n'étant pas là, on voit bien que la liquidité, en plus du bear market, ne revient clairement pas, puisqu'il n'y a aucun intérêt à déposer de la liquidité aujourd'hui sur Osmosis. Je ferai peut-être une vidéo essentielle là-dessus, pour histoire de rester de laisser celle-ci un petit peu plus clean. Mais donc, essentiel de comprendre que la redirection des pool incentives, tout simplement, ça a entériné encore plus l'effet négatif du bear market. Tout simplement, Osmosis n'a jamais retrouvé des niveaux de liquidité au préalable. Ça se voit aussi, si on enlève évidemment la volatilité inhérente du token, on voit bien donc ce qui se passe quand on a des pool incentives. Tout simplement, la TVL augmente, et là je regarde la TVL en jetons Osmo, et on voit bien que depuis que les incentives ont été retirés, tout simplement il n'y a plus de croissance du tout. Alors comme en plus de ça vous avez un effondrement du prix du token Osmo, vous comprenez ce que ça donne sur la valeur en dollars. Mais ça marche aussi pour Atom, on voit bien effectivement le removal des pool incentives et l'effet Terra Luna, et derrière effectivement qu'est-ce qui se passe? Une grande partie de la liquidité n'est plus mise en liquidité dans les pools, tout simplement parce que les incentives ne sont plus là pour justifier la prise de risque. On ne va pas revenir ici sur le modèle économique et le fonctionnement d'une liquidity pool, mais complètement, il faut ici que vous compreniez le mécanisme qu'on appelle l'impermanent loss. Je vous invite à vous renseigner. C'est donc comprendre que quand on est provider de liquidité,
On subit le risque de volatilité entre la paire des tokens dans laquelle on apporte la liquidité, ce qu'on appelle l'impermanent loss. C'est une dérivée première de la volatilité du taux de change. Bref, ici, il s'agit donc de comprendre que celui qui déposite sa liquidité dans une pool, au lieu de simplement prendre son jeton Osmo et de le staker on-chain, il prend le risque derrière puisqu'il s'expose à la volatilité des deux tokens, à la volatilité du taux de change entre les deux tokens. Ce qui évidemment n'est pas le cas. En staking pur, on obtient un reward pur, stable, qu'on peut prévoir, etc. Donc évidemment, d'un côté sécurité, on va dire, pour un rendement relativement équivalent, il est clair que ça servait à rien en fait aujourd'hui de prendre le risque de mettre ses osmos dans les pools puisqu'on n'avait pas la compensation en reward pour payer ce risque. Je vous dis toujours, si on prend un risque, ça doit apporter un reward. Or aujourd'hui, clairement, ça rapporte pas assez de jouer la liquidity pool par rapport au simple risque mesurable de prendre du staking. D'accord? Donc c'est vraiment de comprendre qu'effectivement, une large partie des tokens Osmo n'était juste pas apportée en liquidité due à cette redirection des pool incentives. La mesure ici donc de ces nouveaux proposals est de dire on va changer ça et on va revenir donc sur un modèle nouveau. Ce modèle nouveau, comme on pourrait s'y attendre, c'est-à-dire normalement on s'attendrait à une reverse, c'est-à-dire la community pool remet les tokens dans le pool incentive et on revient sur le modèle historique, et non. Pour eux, c'est donc de dire on va créer un modèle économique dans lequel on va masser le staking à 50%, à partir de 25%, on va doubler le rendement de staking, les pool incentives ne seront qu'à 20%, et on remet la community pool à 5%, comme elle était à la base, et on ne touche pas les developer rewards. Ok? Bon, donc concrètement, ici, comme on l'a dit, il s'agit de changer le modèle de redistribution, donc c'est forcément une volonté politique, puisque l'inflation, elle est ce qu'elle est, ce qui compte, c'est toujours où va l'argent. Qui va gagner, qui va perdre dans ce modèle de redistribution. Et ici, on voit qu'il y a un changement radical de politique. L'essentiel, c'est donc de comprendre pourquoi et comment sont motivés ces choix politiques et quelles sont les influences économiques qu'ils vont avoir. C'est là où je fais la V2 parce que clairement, si j'étais allé un peu plus bas, je vous aurais mis ce doc Google qui fait les calculs que j'aurais aimé faire et que j'avais pas fait parce que j'avais pas le temps. Mais en fait, il s'était donné le mal de le faire. C'est juste que moi, j'ai pas fait mon boulot correctement. Donc, je fais une V2. Clairement, ce modèle économique, il est relativement bien fait. Je suis allé chercher, bien évidemment, dedans la moindre petite bébête. Il y a des trucs qui me gênent, mais voilà le modèle économique tel qu'il est. C'est-à-dire, si effectivement on change ces modules de redistribution, d'accord, c'est-à-dire on part sur un modèle où on slash l'inflation de moitié, d'accord, et après on redistribue effectivement, mais l'effet immédiat, c'est donc si je prends le staking et que je passe de 25 à 50, d'accord? Le superfluid discount, on va en parler juste après parce que c'est le mécanisme qu'ils utilisent pour équilibrer tout ce bordel. Et évidemment, donc, les pool incentives qui passent de 45 à 20. Et évidemment, donc, bien comprendre, share of pool incentive to community pool, qui était à 70 aujourd'hui, passe à 0. Donc, c'est très important ce truc-là. Donc, on arrête ce mécanisme de redistribution qui était inhérent et qui altérait les distributions. Et les developer rewards ne bougent pas. Ce que ça nous fait donc, c'est que par rapport aux émissions en termes de nombre de tokens, évidemment, vu qu'on a donc d'un côté, on réduit l'inflation de moitié, mais qu'on multiplie par 2 le rendement de staking, en soi, ça ne bouge pas du tout. Donc, il n'y a aucun changement sur le staking. C'est clairement ici une volonté politique. C'est de dire, d'un côté, on divise par 2, de l'autre, on multiplie par 2 pour que ce soit vraiment net-net. C'est-à-dire, les stakers n'auront aucune modification du modèle économique en termes de tokens qu'ils vont recevoir par rapport à leur mise en collatéral dans le proof of stake. Maintenant, on va le voir, il y a d'autres facteurs à l'œuvre, et je trouve leur modèle économique très bien fait, puisqu'il l'explique. Et ça, je n'avais pas pu avoir cette granularité dans ma version 1. Les pool incentives, elles, donc, comme on l'a vu, sont très grandes perdantes, puisqu'évidemment, donc, elles sont en même temps donc, réduites, et de comprendre qu'en plus, auparavant, elles percevaient 70%. En plus de ça, avant, il y avait donc une très large partie de ceci qui était redistribuée. D'accord? Donc il s'agit bien de comprendre qu'ici, on est vraiment, malgré un effet déprécié, je vous rappelle, 70% des pool incentives étaient redistribués dans la community pool, mais malgré ça, on continue de dégrader les pool incentives qui étaient actuellement à 73 000, enfin 74 000, et on descend à 54 000. Ça veut dire on était déjà, comme on l'a vu, dans un très faible soutien aux pool incentives, mais là, c'est encore pire. On passe à 25% de réduction encore. Alors même qu'on supprime l'alimentation de la community pool. C'est-à-dire que, alors même que là, on réduit l'alimentation de la community pool, ce halving a un effet réducteur sur les incentives à la pool. Alors que, comme on l'a vu, les effets immédiats sur la chaîne, c'est que du coup, il n'y a pas d'incentive à l'apport de liquidité. Les token holders Osmo ont plus d'intérêt à aller sur le rendement safe de staking pur que d'apporter la liquidité dans les pools.
Et c'est un peu ça, pour ma part, le problème de ce modèle économique. La community pool, dans ce cas-là, donc comme on l'a vu, elle recevait 200 000, elle ne recevra plus que 13 000. C'est la plus grande perdante, évidemment, de ce jeu de redistribution, hein, puisque, comme on l'a dit, pour qu'il y ait des gagnants, les stakers, il faut forcément qu'il y ait des perdants. Ici, tout le monde perd, d'accord, sauf évidemment les stakers. Donc il s'agit de comprendre que c'est un choix économique. Pourquoi est-ce qu'on redirige l'inflation vers les stakers? Il y a forcément une volonté politique derrière. Ici, il s'agit donc d'essayer de comprendre le modèle économique et pourquoi il a été constitué ainsi. Eh bien, c'est simplement parce que donc il y a des mécanismes derrière de redistribution qu'il s'agisse donc de dire, pour incentivize l'apport de liquidité, on va donc jouer sur le rendement en superfluid staking. Alors pour moi, ici, c'est là que la pirouette mentale est faite, puisqu'on va le voir, le modèle économique, il est absolument pas égalitaire, il est très très politique justement. Il est fait pour incentiver tous les gens qui veulent participer en LP à le faire dans les pools superfluid stake. Encore une fois, les pools en superfluid staking sont choisis par les token holder osmosis et c'est fait par vote. Et encore une fois, il y a un risque dont on va reparler après, qui est le mécanisme d'ajustement. Mais donc si on est en l'état, c'est-à-dire on ne touche pas le facteur risque, etc., eh bien on voit bien ce qui se passe. C'est-à-dire que si on calcule ce truc-là, malgré le fait qu'on pourrait effectivement retrouver une redistribution relativement partielle, d'accord, il s'agit donc de comprendre qu'il n'y a aucun changement ici dans le modèle économique. À ce système-là, la seule chose qu'il y a, c'est que c'est surtout les stakers qui voient effectivement leur rendement augmenter. On voit qu'ici, donc tous les rendements de staking ne bougent pas. Le staking APY, il était à 24, il reste à 24, hein, comme on l'a vu. Comme on compense un mécanisme par un autre de pondération équivalente, il ne se passe rien sur le staking. Okay, donc la seule chose qu'il s'agit de comprendre par contre, c'est qu'il s'agit donc du rendement net d'inflation. C'est-à-dire que comme on réduit l'inflation mais qu'on ne change pas la part relative du staking, en soi, un staker Osmo aujourd'hui, il était dilué de 4% par an puisque l'inflation était supérieure à son rendement en staking. Or là maintenant, comme le rendement de staking ne bouge pas mais que l'inflation est significativement réduite, eh bien, on a un rendement positif. C'est-à-dire que là, concrètement, aujourd'hui, le staker Atom, celui qui stake on-chain, ses tokens pour participer au consensus, qui délègue donc à un validateur, il aura aujourd'hui un rendement positif, alors qu'hier, ce n'était pas le cas. D'accord? Donc avec ce nouveau modèle, on obtient un rendement positif net du staking on-chain. Maintenant, comme on l'avait dit, le principal problème, c'est ce compromis qui est fait entre le rendement sans risque, puisqu'on l'a dit, sécuriser le consensus via un validateur, mis à part choisir un validateur malicieux, normalement tout va bien se passer. On en avait parlé dans l'émission précédente. Donc le compromis ici, c'est de dire, si j'ai un rendement sans risque à 8%, pourquoi est-ce que j'irais prendre le risque de faire de liquidity providing? Puisque ici, ce qu'on voit, donc, comme on l'a vu, c'est que toutes les liquidity incentives sont en chute. Puisqu'on l'a dit, il y a moins de tokens qui sont redistribués ici. Il s'agit donc de comprendre que la variable d'ajustement ici, c'est que le rendement en staking net LP yield est à 9,24%, mais là où c'est une jolie pirouette, c'est que ça, c'est uniquement sur les pools qui prennent le superfluid staking. Donc il s'agit de comprendre que les pools qui ne sont pas superfluid stakés, c'est-à-dire qui ne sont donc pas choisis par les token holder Osmo pour faire partie de la super pool des grands chanceux du superfluid staking, eux, autant vous dire que le yield LP, il est proche de 0 puisqu'on y retire les 5% de staking superfluid API dedans. Autrement dit, vous avez 9 moins 5, il y a pratiquement plus que 4% de yield net. D'accord? À condition que vous fassiez partie des pools où on a pris le weighted average, alors qu'on sait qu'une large partie de la rémunération des pools, elle est justement sur ces superfluid stakes. Concrètement, il s'agit de comprendre qu'ici, l'effet économique qui est un peu masqué dans ce modèle, c'est que toutes les pools qui ne sont pas superfluid staking, elles vont être vides de tokens Osmo, parce qu'à côté de ça, n'importe quel token holder aura un rendement net de 9%. Pourquoi il irait prendre le risque pour gagner même pas 4% sur d'autres pools? Et on l'a dit, en plus de ça, ce sont des weighted average sur les rendements et sur les incentives. Incentives qui ne sont absolument pas distribuées sur les petites pools. Elles sont distribuées principalement sur les fameuses pools en superfluid staking. Et elle est là, la volonté politique. Elle est là, la chose qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que la volonté politique de ce nouveau modèle, c'est de dire ce que les token holders de Osmosis vont choisir comme les heureux élus du superfluid staking seront les grands gagnants de cette redistribution. Et encore même, en termes de grands gagnants, pour moi, c'est pas vraiment foufou, puisqu'on a 9 pour 9. C'est de dire concrètement, on va laisser le choix au token holder Osmo de choisir un rendement sans risque, ou d'aller prendre le risque de subir un impermanent loss pour un rendement similaire. Pour ma part, ici, clairement, la variable d'ajustement, elle est... je suis désolé, je suis gestionnaire du risque professionnel. Moi, quand on me propose un truc comme ça, je vais là. Ici, j'ai un risque que je connais, que je peux maîtriser, qui est proche de 0, à moins que je choisisse un validateur pérave. Qu'est-ce que je vais aller m'emmerder à gérer des impermanent loss? Non. Clairement, pour ma part, ça va être où je vais, là. C'est juste un choix rationnel économique de gestion du risque. Si ici, je peux mesurer le risque et qu'il est forcément inférieur à celui-ci, même si...
Encore une fois, le risque d'impermanent loss peut se gérer de façon plus professionnelle, mais les outils de gestion ne sont pas encore là sur Osmosis. Pour ça, ça demande d'apporter sa liquidité sur certaines zones de prix, etc. Alors, bien évidemment, j'anticipe que ces outils vont arriver sur Osmosis, mais ils ne sont pas encore là. Ce qui veut dire que pour ma part, les outils de gestion professionnelle d'apport de liquidité, elles ne sont pas là. Donc le risque d'impermanent loss est réel, et pour ma part, ce sera risque versus no risque égale, clairement, je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui d'aller staker, d'aller faire autre chose que staker un jeton Osmo. Et c'était déjà le cas dans le modèle actuel, d'accord, puisque la différence entre le risque actuel pris sur le staking et le LP yield, pour moi, justifiait pas la prise de risque pour aller sur un risque d'impermanent loss. Donc déjà, en l'état actuel, moi, ma stratégie personnelle, c'était de staker mes Osmo, même si j'étais dilué, puisqu'on l'a vu, le rendement de staking est en soi négatif, d'accord, puisqu'on est légèrement dilué, du fait d'une inflation relativement élevée. Dans ce modèle-là, donc, comme on l'a vu, on a une forme d'équilibre qui est mis en place. C'est-à-dire que, effectivement, ici, selon ce modèle-là, le staker gagnera à peu près autant, à 8,28 en rendement net, d'accord? Et si on compense ça par la petite entourloupe de regarder le circulatory supply, puisque ici, on a une redistribution qui est faite dans un supply circulant, donc ça augmente la dilution. Ici, on aurait donc les 9%, enfin, on va dire 8,28 net face à 9,24. Donc, ici, encore une fois, on est sur quasiment l'équivalent, alors qu'ici, on a un risque mesuré, là non. C'est tout ce qu'il vous faut retenir. Donc ce modèle économique en l'état actuel, c'est-à-dire vote numéro 1 plus vote numéro 2 qu'on vient de décrire, pour moi ça ne fonctionne pas. Parce que la seule chose que ça va faire, c'est que ça va créer un intérêt économique encore plus aligné. C'est de dire, si tu n'es pas dans la pool des superfluid staking, tu vas franchement te faire dégommer parce que la liquidité va se barrer. Ici, le risque d'impermanent loss est tellement élevé qu'il va falloir apporter des incentives énormes au niveau de l'autre token. Je vous rappelle, dans la pool, c'est Osmo face au token Y, qui est donc le token qui est arbitré dans la pool. Il va falloir que la blockchain Y, qui amène son token, amène en plus de ça des incentives colossales pour compenser l'impermanent loss, sinon il n'y aura jamais aucun token holder X qui viendra s'amuser à aller dans cette pool. Autrement dit, dans ce cas-là, Osmosis ne rend plus vraiment un service d'apport de liquidité, il le fait que pour les blockchains qu'il choisit. Et pour les autres, c'est démerdez-vous de construire le modèle économique. Maintenant, on l'a dit, c'est une volonté politique. On peut critiquer ou pas critiquer. Moi, concrètement, je suis ni pour ni contre. Je dis juste, voilà la résultante du modèle économique. De dire, ce modèle économique, il ne fonctionnera pas pour tous ceux qui ne sont pas dans le système de superfluid staking. Ceux qui y sont auront un modèle à peu près équivalent, mais avec un risque d'impermanent loss qui n'est pas présent sur le staking pur. Pour moi, ce modèle économique, il va vider les pools Osmosis alors qu'elles ont besoin d'être remplies. Pour ma part, ce modèle n'apporte pas la réponse souhaitée. Raison pour laquelle ce modèle propose un troisième vote, et on va en parler. Hop, voilà, le Decrease Superfluid Staking Risk Factor. Donc là, il faut que vous compreniez un peu comment fonctionne ce truc-là, pardon. C'est donc de comprendre comment fonctionne le Superfluid Staking. Donc le Superfluid Staking, c'est juste de dire, concrètement, donc on a des pools de liquidité dans lesquels il y a principalement Osmo et un autre token, et on l'a dit, le risque d'impermanent loss, il est inhérent principalement à la volatilité du taux de change entre les deux tokens. À l'intérieur de la pool, puisqu'on est sur des pools 50-50, c'est-à-dire qu'on maintient un ratio de 50% de l'un et de l'autre des tokens en valeur. Donc comme leur valeur évolue dans le temps, il faut repondérer les pools, et c'est cet impermanent loss qui en est la conséquence. Pour celui qui entre et sort de la pool, il peut y avoir une différence entre ce que vous avez mis dedans et ce que vous aurez à la sortie, et c'est ce qu'on appelle donc l'impermanent loss. Ok, bon, donc à partir de là, ce qu'a fait Osmosis avec le Superfluid Staking, et qui est évidemment d'une intelligence fracassante, parce que c'est quand même la base, c'est de dire, malgré la volatilité de ces pools, il y a quand même une large partie des Osmo qui reste une forme de liquidité qui est intouchée et qui ne sert à rien, qui est un peu dormante. Dans ce cas-là, pourquoi n'utiliserions pas cette liquidité pour servir de collatéral dans le mécanisme de Proof of Stake? Ici, concrètement, je récupère une partie des Osmo dans les liquidity pools et je les apporte au niveau du consensus. Comme on l'a dit ici, il y a donc un mécanisme de délégation à un validateur, et si ce validateur ne fait pas le boulot, ces tokens doivent donc être liquides pour pouvoir être slashés. C'est donc qu'on liquidifie une partie des liquidity pools en ajoutant un risque de consensus. D'accord? Encore une fois, il s'agit de comprendre qu'il y a forcément ici un risque qui est pris
par la double utilité d'un même token. Ça veut dire qu'un token apporte à la fois de la liquidité et il peut être slashé. Et s'il venait à être slashé, il va dépondérer la pool, augmentant encore plus l'impermanent loss des stakers, des providers à ce moment-là. Donc il s'agit de comprendre qu'il y a bien un risque à apporter de la liquidité dans une pool en superfluid staking. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne met pas 100% des tokens Osmo en collatéral dans la sécurité. C'est ce fameux risk factor. Ce risk factor, il calcule pas, il est là pour amortir la volatilité de ces tokens et faire en sorte qu'on puisse garantir la liquidité pour le consensus. Et que si jamais le consensus venait à slasher une partie des tokens, l'effet serait dilué de moitié, puisqu'on prend aujourd'hui un risk factor de 50%, c'est-à-dire donc seulement 50% des tokens peuvent être utilisés dans le proof of stake à partir d'une liquidity pool. Ce proposal propose de monter à 75. Ce qui est dangereux pour ma part, et ce que j'avais expliqué correctement dans la V1, c'est que de monter ce risque à 75, ça veut dire que 3/4 des jetons Osmo ici sont derrière utilisés en collatéral. Ça laisse évidemment un risk factor pas bien large et c'est un coussin de sécurité qui est donc retiré. C'est encore une fois retiré des mécanismes de sécurité. Quand on retire des sécurités, on augmente mécaniquement le risque. En tout cas, la prise de risque est augmentée. Mais il s'agit de mesurer ce risque. Ce risque, c'est de dire si on a des slashings, on sait que les slashings sont relativement peu nombreux, mais si c'est le cas et ça devait arriver, eh ben on a ce coussin de sécurité qui amortit. De l'autre côté, si on a un risque de volatilité assez puissant, c'est-à-dire que d'un coup les pools sont très fortement dépareillés, ça va jouer sur la liquidité de l'Osmo, mais comme on a encore une fois un accès qui doit être immédiat ici, la variable d'ajustement, c'est justement ce truc-là. C'est de dire en cas de forte volatilité à l'intérieur de la pool, on a ce coussin de sécurité qui permet de garantir l'accès de tous les tokens nécessaires pour le consensus. Le pire des cas de figure, ce serait une pool dont la volatilité est énorme et une demande de slashing de la part du consensus qui est refusée parce qu'il n'y a juste plus assez de tokens disponibles dans la pool en question. Et là, concrètement, on se retrouve avec un validateur qui peut tricher sans collatéral, puisque donc il ne sera pas slashé, ce collatéral n'est juste pas disponible. Et comme on l'a dit, dans ce cas-là, ça amoindrit significativement la qualité de la sécurité d'osmosis. On l'avait dit encore une fois, si jamais un jour il y a un slashing qui doit être opéré et que le collatéral qui doit être slashé n'est pas disponible, c'est un risque majeur de sécurité qui, pour ma part, fera jurisprudence. C'est une brèche dans la confiance des blockchains en security proof of stake. Pour ma part, s'il y a un proof of stake et qu'on ne peut pas slasher le collatéral avec un misbehave, c'est clairement qu'il y a un problème. Ça veut dire encore une fois qu'il y a quelqu'un qui va devoir payer les pots cassés. Donc on fait attention, encore une fois, pour moi, on ne doit jamais jouer avec la sécurité d'un proof of stake, parce que si jamais on chie une seule fois, c'est toute la confiance qui est minée. Donc pour ma part, on ne joue pas avec ces risques facteurs, surtout quand on manque d'historique, de revue sur ces pools et l'utilité du liquid staking. Moi, ce que je reproche à ces proposals ici, c'est de dire, j'aimerais avoir ici une vraie analyse de risque, de concrètement, quelle est la volatilité implicite de ces différentes pools. Est-ce qu'elle est différente entre les différentes pools en liquid staking? Et clairement, pour ma part, c'est le cas. Hein. Je veux dire, il n'y a qu'à voir la pool Akash, Regen ou Yumi ou machin pour voir que clairement, d'accord, c'est pas du tout la même volatilité qu'il y a entre les paires de tokens. Pour ma part, je serais plutôt OK pour mettre 75% de risk factor sur la pool LP Osmosis. À ce cas-là, il suffit donc de mesurer, en fait, tout simplement, la volatilité implicite sur une durée qu'on peut fixer. Et il faut définir ça au niveau du consensus. Et on pourrait voir, par exemple, donc, que depuis pratiquement 2 à 3 mois, la volatilité de la paire Atom-Osmo est relativement faible. Hein? Et dans ce cas-là, on peut tout à fait justifier qu'ici, le risque inhérent à la volatilité, mais ça, il faut le définir, et c'est encore un métier de gestion du risque. Hein. Pour ma part, ici, c'est plus une accumulation avant un mouvement directionnel qu'autre chose. Donc, encore une fois, attention, le risque de volatilité, il est bien là, mais c'est un métier que de le mesurer. Pour ma part, voir des gens dont je questionne clairement l'historique en termes de gestion du risque, dire oh, « c'est pas grave, on peut toucher le risque factor parce que c'est ce qui permet d'équilibrer le modèle », j'ai plutôt tendance à dire non, parce que c'est ce qu'ils font en réalité en choisissant de changer le superfluid discount à 25%, d'accord, pardon, 25%, c'est ça qui rééquilibre. Et ici, effectivement, on se retrouve donc avec un staking yield à 6,38% et 12% sur le net LP. Et là, effectivement, on se dit... Encore une fois, il s'agit de l'entourloupe de comprendre que ça, c'est le net LP yield uniquement des pools qui sont en superfluid staking. D'accord? Donc là encore, c'est on apporte la liquidité aux copains, les autres, allez vous faire foutre. C'est un choix politique qu'on peut tout à fait comprendre. Mais pour moi, c'est un choix d'exclusion des pools qui ne sont pas dans le superfluid staking. C'est vraiment une mise en avant de ce superfluid staking que je peux tout à fait comprendre, mais qu'il faut expliquer clairement. La deuxième compromis, c'est donc de dire que s'il n'y a pas la mise en collatéral de ce superfluid discount pour tout le monde, c'est de dire, encore une fois, moi je serais OK de le faire sur Atom Osmo, voilà, et encore,
Il faudrait des vraies métriques pour mesurer, et surtout, il faudrait que ce taux de superfluid discount soit en soi mesuré intelligemment par des protocoles de gestion du risque. Pour moi, ce ratio ne doit pas être fixe. Il doit être variable. Si on veut le toucher, c'est pas OK, on met 25% et tout va bien. C'est de dire, bon, il faut mesurer la volatilité implicite des différentes paires, voire appliquer un superfluid discount paire par paire, mais certainement pas faire one to rule them all en prenant un risque sur l'intégralité du protocole. Je trouve ça relativement dangereux. C'est quand même mon métier, la gestion du risque, pour vous dire, ça c'est pour moi pas un choix très rationnel, on manque de recul, et je ne vois pas encore de calcul professionnel de risque sur la volatilité inhérente au risque d'un permanent loss dans ce mécanisme de double utilité du token. Donc attention, vraiment pour ma part, c'est un jeu dangereux ici. Il vaudrait mieux que ça claque pas, parce que si jamais ça arrive, encore une fois, il suffit d'une fois pour détruire la confiance inhérente à la sécurité de ces consensus. Osmosis essaie de faire jurisprudence en créant un nouveau modèle économique. Ce modèle économique, il favorisera clairement une incentive à staker, à liquid provide, mais uniquement sur les pools qui sont donc liquid staked. Pour les autres, superfluid staking, les autres, c'est démerdez-vous de attirer les liquidity providers, sinon la plupart des token holders Osmo, ils vont rester sur un staking, ou alors ils vont apporter leur token, mais uniquement dans les pools superfluid staking. Là où ils auront éventuellement un delta suffisant pour justifier la prise de risque. Maintenant, pour ma part, avoir 6% de rendement net en staking pur, avec un risque complètement facile à maîtriser, pour simplement 12 en apportant dans une pool dans laquelle je dois gérer la volatilité de 2 tokens, pour moi, c'est toujours pas suffisant. Hein. En gestion du risque, tu m'apportes juste 6% de rendement en plus pour un risque non maîtrisé, c'est juste nope. Voilà. Ou alors, il va falloir une considérable augmentation des fameux frais de swap. Et c'est là, pour moi, la variable d'ajustement. Pour vraiment ici avoir ce truc-là, il faudrait qu'on retrouve de l'attrait sur ces pools. Pour moi, pour qu'il y ait de l'attrait sur ces pools, il faudrait faire une chose, c'est réduire le frais de swap, la volatilité, c'est-à-dire augmenter la profondeur et donc augmenter la liquidité. Pour moi, d'un point de vue rationnel, ce qu'il faudrait faire ici en termes de gestion de cette solution de refonte du tokenomics, c'est dans un premier temps augmenter la liquidité des pools, pas simplement celle en superfluid staking, mais peut-être un peu les autres, ramener un intérêt à apporter de la liquidité plutôt qu'au contraire offrir un joli nid douillet pour ceux qui pourraient juste aller en staking on-chain, c'est-à-dire retirer encore cette liquidité Osmo des pools et forcer dans ce cas-là les autres token holders, ceux qui sont la contrepartie dans les pools de liquidité, de devoir assurer tout le travail, c'est de dire eux-mêmes de devoir acheter les Osmo pour pouvoir avoir de la profondeur dans la pool, gérer les incentives pour que ces Osmo restent, et derrière, en plus, apporter leur collatéral. C'est, pour ma part, beaucoup de travail qui est demandé à des projets qui, pour la plupart, se lancent. Hein, et rappelle que faire un liquidity bootstrap, ça coûte une burne. Donc, pour des projets qui doivent déjà gérer leur propre sécurité, gérer leur gouvernance, et en plus de ça, se taper le liquidity bootstrap, pour ma part, c'est pas un choix très rationnel que propose Osmo ici. Je pense qu'on pourrait revoir la variable d'ajustement du superfluid discount, qui, pour ma part, est un risque qui est peut-être un peu pris à la légère. Je pense que ça mériterait un petit peu plus d'audit sur la sécurité réelle de ce truc-là que juste dire on peut toucher ce truc-là, il n'y a pas de souci. Étant quand même mon métier, je dis ok, j'aimerais voir un peu plus d'analyse rationnelle de ces métriques de risque, ce que je n'ai pas pour l'instant. Donc je lève des questionnements. Ce que je suis sûr par contre, c'est de vous dire que si on ne touche pas ce facteur-là, ce qui va se produire, c'est clair, net et précis. C'est pas bon du tout. Ça va clairement incentiviser tout le monde à aller juste staker et pas du tout. Donc attention, pour moi, ce modèle économique doit être passé dans son ensemble. Mais s'il passe dans son ensemble, sur le tableau, là, ça a l'air génial, tout le monde va gagner, tout est au vert. Par contre, encore une fois, qui paye, c'est le risque qui est pris sur ces pools en superfluid staking. En réduisant ce facteur risque à 25%, c'est un risque que la chaîne entière court et il vaudrait mieux que ça chie pas. Si ces mecs-là jouent sur le variable de risque et qu'il y a une merde qui arrive, je dis juste ça comme ça, mais Terra Luna, personne ne l'avait vu venir. Le modèle Osmosis était magnifique sur le papier avant Terra Luna, et boum, la bombe arrive, les effets collatéraux explosent, et on voit le résultat, c'est une bombe dans la gueule de tous les token holders Osmosis. Concrètement, pour ma part, continuer dans cette mécanique de maximiser les rendements, en maximisant la prise de risque, je trouve ça peut-être pas tout à fait adapté dans l'environnement dans lequel on est actuellement, même s'il y a des signes d'amélioration et de sortie éventuelle du bear market, pour preuve, et on y est toujours, en tout cas, en termes d'activité dans la blockchain Osmosis, d'accord, et ça se mesure très très simplement en regardant tout simplement les volumes d'échange, d'accord, ces volumes sont toujours littéralement anémiques.
et même s'il y a une claire hausse de l'activité à l'intérieur du du Cosmos via les transactions IBC, ça n'est pour l'instant absolument pas visible sous forme de liquidité. Hein. Je vous laisse exprimer les volumes d'échange en dollars sont totalement anémiques. Donc, encore une fois, pour ma part, il me semble que dans l'ordre d'avancement des choses, au lieu d'avancer tout de suite un grand projet super génial, on va tous devenir super riches, on va réduire l'inflation, donc le token Osmo va monter, on va tous devenir riches, en mettant ici en collatéral le risque de la sécurité intégrale de la chaîne avec ce modèle de Superfluid Staking, qui est pour moi toujours encore en bêta-test, hein, puisqu'on n'a pas vu ce que ça donne quand on a effectivement beaucoup de mise en collatéral. On sait qu'en bear market, ça fonctionne à peu près mal parce que tout le monde s'en cogne. Donc on fait attention, pour ma part, ça manque peut-être d'expérience dans un bull market de réduire ce facteur risque. C'est peut-être pas très malin, puisqu'on l'a vu, la principale source de risque, c'est la volatilité des tokens. Donc là, c'est bien. En bear market, la volatilité des tokens, tout le monde se prenait une tarte dans la gueule. Donc c'était plutôt tout le monde à la même enseigne. Si on repart en bull market et qu'on a certains tokens qui pumpent de ouf avec de la volatilité, pour moi, réduire ce facteur risque, c'est tout sauf malin. Parce que si jamais un jour on a une réduction de l'accès au collatéral à cause de la volatilité et qu'à ce même moment on doit se lâcher des tokens non disponibles, ça risque d'être caché sous le tapis en mode on n'a rien vu, personne ne voit rien. Mais encore une fois, pour ma part, ce sont des risques que les professionnels regardent, et s'ils voient ça, c'est just no go. Ça veut juste dire qu'il y a des compromis de sécurité qui sont faits pour des rendements, et ça, c'est jamais le type de choix que fait la smart money. Donc attention encore une fois, Osmo pour l'instant est le seul DEX, donc c'est facile, il n'y a pas trop de concurrence, mais attention, d'autres DEX vont arriver. Je dis juste ça, Sei, il va y avoir Duality sécurisé par la blockchain Atom. Bref, je vous dis juste comme ça, attention, la compétition pour Osmo, elle arrive. Et il ne va pas falloir faire les gogoles avec la sécurité. Pour ma part, je pense que c'est un choix qu'il faut comprendre. Il y a des motivations politiques là derrière. Je pense qu'elles ne sont pas mauvaises non plus, mais il s'agit de comprendre le modèle économique. Pour moi, il faut comprendre où sont faits les trade-offs. Le trade-off, il est principalement fait sur cette prise de risque. Pour ma part, en tant que gestionnaire, je pense qu'on manque de recul sur ces facteurs-là principalement, et je réitère donc les warning signs que j'avais mis dans la première vidéo. Ça ne veut pas dire non, faut tout rejeter en bloc, c'est un très bon proposal, mais je suis personnellement, en tant que gestionnaire de risque, inquiété du manque de recherche qui a été fait sur la base de raisonnement qui est faite sur, ok, on peut réduire à 25% le risque factor. Oui, basé sur quoi? Sur quelle étude de volatilité? Je ne vois rien du tout. Alors que, à mon avis, pour changer aussi radicalement un modèle économique à l'aveugle, je pense que ce type de mesure serait nécessaire. Donc je pense qu'il y a peut-être un petit peu plus de recul nécessaire et une étude un petit peu plus poussée quant aux facteurs de mesure de la gestion du risque, de réduire ce facteur de risque sur les superfluid stakes. Voir est-ce qu'il ne faudrait pas effectivement un ratio par pool plutôt que tout le monde a la même enseigne et tout le monde prend le même risque malgré des volatilités relatives différentes. Moi, ce serait plutôt mon avis personnel. Maintenant, tant que ces outils ne sont pas là, tant que ces mesures ne sont pas faites, je pense que c'est un risque que la chaîne prend collectivement. Est-ce que moi, personnellement, en tant que gestionnaire de risque, je pense que ce risque est mesuré et peut-être pris? Je dirais que c'est non. Maintenant, pour ma part, le modèle économique ne fonctionne pas s'il n'y a pas ce facteur-là. Il s'agit donc de dire que pour ma part, soit il faut revoir les pondérations du vote numéro 2 si on refuse le vote numéro 3. D'accord? C'est pour ma part, c'est ça que je voulais exprimer dans la première vidéo, qui n'a pas été nécessairement bien compris, et je veux revenir dessus. Moi, je suis en tant que gestionnaire de risque pas d'accord sur ça. Maintenant, c'est un choix de gestionnaire de risque, et vous avez le droit de dire, moi, je pense qu'on peut prendre ce risque, et on va tous en profiter, puisqu'on l'a vu, la réduction de l'inflation va probablement aider à lifter un petit peu la demande, en tout cas, lifter un petit peu le prix du token Osmo par la réduction de son émission. D'un autre côté, si on réajuste les émissions comme ce qui est proposé ici en prenant le facteur 25%, normalement on devrait avoir un léger attrait ou regain d'intérêt, mais uniquement vers les pools qui sont en superfluid staking. Les autres, c'est démerdez-vous et il y aura encore moins en fait d'intérêt pour un token holder Osmo d'aller mettre ces Osmo dans une pool très volatile avec des incentives externes apportés généralement dans le token, puisque c'est ça qui se passe généralement à l'intérieur de la pool XY, d'accord ? Vu que c'est donc la blockchain Y qui doit apporter son token Y plus des incentives pour attirer des jetons X, le problème c'est que généralement l'incentive il est payé dans le jeton Y, ce qui pour ma part augmente encore plus le risque puisque donc vous avez un risque de volatilité et on propose de vous payer dans le token lui-même volatile. Bref, pour moi c'est juste complètement con comme mécanisme. En termes de gestion du risque, aucun professionnel n'ira foutre sa liquidité dans ces pools-là. Donc
Ce qui va se passer, c'est qu'on aura donc des pools très peu liquides, entièrement alimentés par le token Y, souvent avec son propre token Y en collatéral. Donc, ça va être encore une fois risque de pump and dump, etc. Mais on est sur, comme on l'avait dit, un AMM permissionless. Tout le monde peut venir créer sa pool. Il faut juste vous démerder de créer le modèle économique pour que votre pool soit stabilisé. C'est donc la responsabilité du déployant d'assurer le modèle économique de sa pool. On peut tout à fait le comprendre. Maintenant, pour ma part, c'est pas très malin puisqu'il va y avoir de la compétition à ce niveau-là pour faciliter le liquidity bootstrap, c'est-à-dire le service de liquidity bootstrapping dans lequel on va avoir mise en place de collatéraux de meilleure qualité, market making, etc. Tout un tas de services qui pourraient arriver. Maintenant, pour ma part, j'ouvre la porte. Je pense que c'est vers ça qu'il faut aller chez Osmosis. Commencer à incentivize avec des fonds, avec la community pool qui est bien remplie maintenant, des devs qui pourraient construire ce genre de protocole. Des protocoles qui viseraient à favoriser et à simplifier le liquidity bootstrap de la blockchain Y, par exemple. J'envoie un pavé dans la mare. Je pense encore une fois que je ne suis pas non plus génie et que si j'ai cette idée-là, d'autres l'ont probablement. J'espère que cette idée fait son petit bout de chemin chez Osmosis parce que c'est clairement ça qu'il faudrait faire. En tout cas, moi, si j'avais à critiquer ce modèle économique, voilà tout ce que j'en ai à faire comme critique. Je pense que le risque qui est mis en collatéral ici, c'est pas très malin et c'est peut-être un petit peu prématuré que de le faire aujourd'hui sans avoir fait une vraie analyse de gestion du risque qui nécessiterait pour ma part ici qu'un vrai gestionnaire de risque foute ses doigts là-dedans et fasse des maths. Mais à défaut, je pense que ce risque n'est pas très malin, surtout dans l'environnement actuel. La conséquence économique, c'est que ce modèle-là ne fonctionne pas s'il n'y a pas ce facteur de risque. Donc il faut soit accepter la prise de risque en l'état et le modèle économique tient à peu près, mais ses conséquences, c'est, on l'a dit, démerdez-vous pour les petites poules et toutes les poules qui ont le superfluid staking vont probablement retrouver un peu de liquidité. Et derrière, on espère que ce regain de liquidité va attirer des swaps dus à l'activité économique qui augmente dans le cosmos, etc. Si on a ça, je pense qu'on aura la boucle de rétroaction positive pour que petit à petit la liquidité revienne et le rendement et l'attrait vers l'utilité d'un jeton Osmo dans des pools en superfluid staking se fera sans problème. Après, on va le voir, il y a donc dans une autre vidéo, je ferai le tour sur l'aspect deuxième partie, c'est-à-dire interfluid staking qui est dans la roadmap de Osmosis, et dans ce cas-là, si on prend en compte effectivement cet interfluid staking, on a encore d'autres effets qui se coulent qui apparaissent, mais encore une fois, attention à vendre les promesses futures. Moi, le choix, je dois le juger en l'état actuel des choses, en l'état actuel du risque, et je pense clairement que la balance, elle n'est pas parfaite, en tout cas que les compromis qui ont été faits sont dangereux. Voilà mon avis personnel. Rien n'a changé donc entre la V1 et la V2, simplement je pense que les informations qui sont apportées ici sont bien plus concrètes que dans la V1 et ça vous donne un bien meilleur état d'ensemble de proposal. Maintenant, je vous avais aussi dit dans la V1 que je regarderais quels seraient les votes. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de controverses. Clairement, ça semble être accepté et pour tous les proposals, on est sur 98% de oui avec déjà un quorum proche de 30%. Donc pour ma part, pour l'instant, c'est de dire... Bon, j'ai l'impression que les risques que moi j'ai levés dans ma V1 sont peut-être pas totalement légitimes, raison pour laquelle je fais cette V2 et que je mets un peu plus d'eau dans mon vin. Maintenant, mon avis personnel en tant que gestion de risque, il n'a pas changé. D'accord ? C'est de dire, pour moi, le risque et le compromis de risque qui est fait en réduisant ce facteur dans les superfluid staking pools, je trouve ça quand même un petit peu dangereux et ça mériterait une analyse un petit peu plus approfondie avant de réellement mettre ça on-chain. Maintenant, je pense que ça peut tout à fait être lancé. La deuxième appel que je fais ici, c'est qu'à mon avis, il serait même intéressant qu'un protocole gère ce risque factor pool par pool. C'est-à-dire qu'il y a un protocole qui se crée de mesures professionnelles de gestion du risque de la volatilité dérivée de ces pools pour pouvoir faire varier ce superfluid risk factor, au lieu de faire un tout le monde à 25% et tant pis s'il y a un risque qui arrive, plutôt de dire on pourrait ajuster ce facteur pool par pool, ce qui permettrait effectivement ici d'avoir une gestion du risque beaucoup plus fine. Voilà un autre pavé à la mare que je lance, en plus donc comme je vous l'ai dit du second qui est de dire, à mon avis, il serait très intéressant à terme d'avoir aussi une compensation de la dépréciation de l'intérêt d'un token holder Osmo à aller sur des plus petites pools en favorisant peut-être des protocoles d'aide à la fonction de liquidity bootstrap, c'est-à-dire aider différents protocoles qui ont peut-être autre chose à foutre que de se taper un liquidity bootstrap. C'est encore une fois un métier de faire ça. Il me semblait qu'Osmosis rendait ce service initialement. Concrètement, ici, le changement de politique m'invite à penser qu'ils ne vont plus le faire. C'est un peu démerdez-vous, les gars. Et je pense que c'est un peu pénalisant si c'est le choix politique qui est fait.
Donc il faudrait compenser ce vide par créer un protocole ou en tout cas utiliser la community pool d'Osmo pour financer le développement d'un dit protocole qui pourrait compenser ce vide. Auquel cas, dans ce cas-là, je ne vois que des boucles de rétroaction positives avec ce modèle-là. Mais il faut compenser encore une fois les risques qui sont pris ici, sinon c'est pour moi danger parce que la compétition arrive et elle va frapper fort. Hein. On a d'autres DEX qui arrivent avec, on l'a vu, des AMM semi-auto, des ordres limites, des carnets d'ordres. Tout ça, ça va foutre une pagaille sur le champ libre qu'avait Osmosis jusqu'ici. Encore une fois, dans les app chains, il faut faire gaffe. Il faut rester le meilleur dans sa catégorie parce que sinon, la compétition est permanente et elle viendra en permanence remettre votre business model en question. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Désolé donc d'avoir fait une V1 et une V2. Vous avez en tout cas ici une V2 bien plus complète. Si vous n'avez pas vu la V1, bah, vous en foutez, celle-là est donc très bien. Si vous aviez vu la V1, je pense que la V2, vous en jugerez probablement vous-même. Mais à mon avis, c'est quand même bien mieux que la V1. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. Ciao, ciao!